C'est un livre je pense que tous les gens qui travaillent dans le cinéma l'ont, le lisent, le relisent. Daniel Darieux, voilà, quand je dis un assèchement, c'est pas du tout un assèchement, c'est une sorte de socle. C'est vrai que ça m'arrive. Il y a ce que je reconnais et ce que je ne connais pas. Alors ce que je reconnais évidemment, c'est les notes sur le cinématographe, dont je connais certaines par cœur. Voilà. C'est un livre je pense que tous les gens qui travaillent dans le cinéma l'ont, le lisent, le relisent. Voilà, c'est une sorte de socle. Et de toute façon, Bresson, c'est une sorte de socle. C'est vrai que ça m'arrive très souvent, en repréparant un film, ou simplement parce que j'ai envie de parler de comment écrire un film, écrire cinématographiquement, j'entends, avec les images, pas le scénario, de remontrer à quelqu'un Pickpocket, ou de revoir Pickpocket. Pour moi, c'est l'exemple de la pureté au cinéma, quoi. C'est-à-dire des vraies phrases, comme on parlerait de la grande littérature, vous voyez, de quelque chose qui est vraiment écrit. Pickpocket, c'est le sommet, quoi. Après, il y a tous les autres films de Bresson, parce que je crois qu'il va à l'os à chaque fois. Mais sur le savoir filmer, c'est extraordinaire, oui. J'ai adoré le livre de Luc Béraud, Eustache au travail. Je trouve que c'est un livre absolument formidable sur la fabrication, sur l'angoisse qu'on a, nous, par rapport au metteur en scène, comment il va, surtout quand c'est un metteur en scène un petit peu compliqué, comment il va ce matin, est-ce que la journée, et puis on avance dans la journée. Il y a quelque chose vraiment c'est vraiment ma famille, c'est-à-dire ma famille, c'est les gens avec qui j'ai passé ma vie, quoi. Et puis une sorte d'amour de la fabrication et de la description de cette fabrication, parce que c'est très bien écrit par Luc Béraud, qui manque beaucoup aujourd'hui. Parce que, par exemple, la critique, surtout en France, j'ai le sentiment que quand elle parle d'un film, c'est que les intentions. Bon, évidemment, la distribution et un petit peu des notes aux acteurs, ce qui n'est jamais très agréable. Assez rarement une sorte de travail fin qui serait qu'est-ce que l'acteur apporte au personnage, ou est-ce que ce personnage et cet acteur font un véritable chemin ensemble. Vous savez ce que dit Moretti, il faut toujours voir l'acteur à côté du personnage. Et ça, bon, les gens n'en parlent pas. C'est d'une paresse que je trouve, sauf certains, que je ne citerai pas parce qu'ils savent très bien que je les apprécie, mais c'est d'une paresse considérable. Et il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est la fabrication. Et ça, dans le livre de Béraud, on en parle. Parce qu'un film, s'il se passe des choses magiques, bien sûr il peut se passer des choses magiques au scénario et au montage. Il peut y avoir des moments comme ça où la magie se retrouve, mais la vraie magie, elle se passe au tournage. Elle se passe quand on tourne le film. J'ai beaucoup aimé la première partie du livre de Serge Toubiana, quand il raconte comment les cahiers se sont un peu délocalisés, qu'ils sont partis en Asie, qu'ils sont partis en Amérique et tout ça. Ça, l'aventure, je la trouve vraiment belle. Les cahiers du cinéma, toutes ces périodes-là, c'est des choses qui vous ont accompagné. J'ai écrit dans les cahiers d'ailleurs, des notules, dans fin des années 70, début des années 80. Comme c'était des gens qui parlaient beaucoup de cinéma, naturellement, puis il y avait le festival des cahiers, c'était rue Montmartre. Oui, il y avait quelque chose. C'était encore un endroit où, si on avait besoin d'entendre parler de cinéma, ou envie de parler de cinéma, ça se passait autour d'eux. Donc oui, ça a été important pour moi. Et après, j'ai trouvé qu'il s'éloignait quand même avec quelque chose qui était une critique de cinéma qui était très en surplomb, parce qu'elle faisait appel à des, je sais pas, d'autres lectures, de la philosophie, des concepts, etc. Et que
je pense qu'appréhender le cinéma et surtout l'appréhender pour le passé, comme a fait si bien Danet, c'est pas forcément le concept qui est le plus opérant, je dirais. Parce qu'il faut se regarder, ce qui est aimer. Parce que dit Douchet, l'art d'aimer, quoi. Ah, Melville, alors Melville, évidemment. Melville, il y a quelque chose de Bresson aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une sorte, quand je dis un assèchement, c'est pas du tout un assèchement négatif, c'est-à-dire il y a un tel travail sur l'écriture cinématographique, j'entends, hein, sur les plans, un plan, puis un plan, puis un plan, que il va à l'os, quoi. Il y a quelque chose du récit qui se déploie et que je trouve absolument magnifique, quoi. Et dans tous les films, même ceux dont on dirait que c'est moins bien, par exemple, je crois que c'est dans Un flic, cette attaque de la banque sur la plage au Sable d'Olonne ou quelque chose comme ça, une attaque de banque absolument improbable parce qu'ils ont mis cette banque sur une plage, il y a une tempête de sable et une tempête et on voit ces hommes chapeaux en noir passer comme des ombres parce que Melville traite toujours de l'ombre en fait, du fantôme. Je trouve ça absolument magnifique. C'est un rapport à l'abstraction, quoi. C'est-à-dire que le cinéma français, il aurait une tendance, et ça je le dis de façon pas forcément positive, à se vautrer dans le réalisme. Ce que ne fait pas le cinéma américain, le cinéma anglo-saxon, ni même le cinéma asiatique. Le cinéma asiatique, il transforme la réalité, il interprète la réalité. Le cinéma français, c'est comme s'il avait besoin de toujours plus de réalisme, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il n'y a pas ça chez Melville. C'est pas réaliste, c'est abstrait, et cette abstraction nous amène beaucoup plus loin. Jeanne Moreau, ça a été quelqu'un que j'ai filmé et que j'ai adoré. Daniel Darieux aussi d'ailleurs. Je l'ai filmé dans un film de José Dayan, qui est sans doute le meilleur film de José Dayan, parce qu'elle le partageait avec Jeanne Moreau, qui lui a donné à elle, José, et au personnage qu'elle interprétait, qui était Marguerite Duras, énormément. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est un niveau de jeu, et on le dit, mais on ne sait pas à quoi ça correspond quand on le dit. C'est ne pas jouer, être. Et vraiment, ce qu'elle est arrivée à faire par rapport à Duras dans cet amour-là, c'est ça, c'était ne pas jouer, mais être. Et ça a été pendant 2 mois et demi de travail, vraiment d'une intensité dont je me souviens et dont je me souviendrai toujours. Et Daniel Darieux, je l'ai filmé dans un film dont je pense qui représente très bien l'esprit de sa réalisatrice, c'est Anne Fontaine. C'était un film où je pense qu'elle évoquait pas mal sa grand-mère. Le personnage est absolument délicieux. Et surtout, mon émotion à moi, c'était de filmer une femme dont le visage était intact. Et je savais, en filmant Darieux, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était dans les années 2000, hein, que je filmais une femme, et sans doute, évidemment une actrice, comme je ne les filmerai plus jamais. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les actrices ne veulent pas vieillir, ou alors on pourrait plus dire on ne les laisse pas vieillir au cinéma. Et il y avait quelque chose de très très émouvant à filmer ce visage, bon, qui est merveilleux, mais qui n'est pas le visage qu'on voit ici, qui était le visage d'une femme âgée, parce qu'elle avait 80 ans, hein, mais d'une lumière, d'une transparence vraiment étonnante. Tous les films sur la peinture, ça me passionne. Donc j'ai fait moi-même j'ai réalisé un film sur Berthe Morisot,
qui est un téléfilm, mais que j'ai adoré faire, et j'ai surtout adoré vivre avec les peintres de cette époque, quoi. Et entre autres Manet, puisque, comme on sait, Berthe Morisot a été le modèle de Manet pour 8 tableaux. Quelque chose de très intense s'est noué entre eux. Je pense que Manet est celui qui a vu ce que Berthe était, c'est-à-dire sans doute une artiste à une époque et dans un milieu où une femme artiste, ça n'existait pas, quoi. Donc il lui a quand même vraiment donné quelque chose, elle aussi, je pense, justement par peut-être un regard féminin sur l'acte de peindre, qui n'était pas si courant que ça, c'est-à-dire il n'était pas extérieur, c'était un regard intérieur sur l'acte de peindre. Et puis il y a aussi autre chose, j'ai l'impression que Manet, et ça je m'en suis rendu compte en filmant, parce qu'il y avait un décor dans mon film qui était l'atelier de Manet, donc il y avait des reproductions de toiles. Je me suis rendu compte que en fait Manet avait fait advenir en peinture des personnages. Alors ça paraît étrange et simple de dire ça, mais pour moi c'est comme si c'était un cinéaste. Et je pense que c'est l'endroit où le cinéma se crée, et on n'est pas très loin de l'invention du cinéma, c'est aussi les personnages peints par Manet, dans leur puissance de personnage, quoi, hein. C'est pas simplement le documentaire, bon, sans du tout réduire Cézanne, parce que Cézanne est immense, un peintre qui sera un documentariste sur ses modèles, pas du tout. Mais il y a chez Manet une force de personnage, oui, une force de fiction, qui, quand j'ai dû filmer des personnages et les toiles de Manet, m'a sauté aux yeux. Et la peinture, c'est quand vous commencez à travailler sur un film, j'imagine que vous avez beaucoup cherché du côté du cinéma pour... Beaucoup. Est-ce que vous allez aussi chercher dans la peinture? Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours le départ des Innocentes, c'est William Hammershøi, c'est-à-dire ce peintre danois qui peint beaucoup des femmes dans des intérieurs très dépouillés, avec un effet de lumière subtil, mais qu'on arrive toujours à noter, quoi. Les autoportraits de Rembrandt dans Des hommes et des dieux, alors ça paraît, bon, on dit ouais, les autoportraits de Rembrandt, ça fait culture, sauf quand on se plonge dans les 81 autoportraits de Rembrandt, on comprend quelque chose d'une démarche de peintre qui est exceptionnelle, quoi, c'est plus qu'une analyse, c'est plus qu'une introspection, c'est vraiment un rapport à soi, à sa figure et à évidemment ce que petit à petit le temps amène à la fois de détérioration mais en même temps de profondeur à la figure humaine. Et c'est comme c'était le sujet de ce film, c'est-à-dire ces hommes doivent se regarder chacun et se regarder l'un l'autre pour décider s'ils vont au bout du chemin. Je trouvais que c'était là et c'est vrai, hein, j'ai vraiment pris du temps sur le visage de ces hommes. Donc c'est pas non plus une galéjade de dire oui, il y avait derrière les autoportraits de Rembrandt. Et juste une autre question sur les références, est-ce que c'est quelque chose qui vous nourrit énormément avant la préparation d'un film, de travailler comme ça, enfin de travailler l'image mentale que vous avez d'un film qui n'est pas encore fait, en puisant dans les films des autres? Est-ce qu'à un moment donné il faut abandonner ces références-là pour un peu laisser le film presque apparaître de lui-même et se faire et faire sa vie en dehors de ce que vous avez trouvé dans les références? C'est très important d'avoir une image derrière la tête. C'est comme quand on dit avoir une idée derrière la tête. D'avoir une image, ça vous tient, ça vous contraint, ça met souvent la barre assez haut et c'est très important. Donc oui, j'ai des images qui ne sont pas forcément des images, hein, qui peuvent être des tableaux, qui peuvent être des plans de films, qui
peuvent être des photos, des photographies, mais elles tiennent là et je n'ai pas besoin ni de les dépasser, ni de les évacuer, et c'est bien qu'elles restent là et qu'elles me tiennent, quoi, qu'elles me rappellent, en tout cas qu'elles me rappellent leur puissance. Parce que ce qu'on cherche, c'est quand même d'accéder à une forme de puissance quand on filme. Alors Tarantino, mais Tarantino, ben voilà, c'est pas... Moi je suis comme devant des types qui jouent au foot, quoi. C'est-à-dire je suis à la fois très admirative, je me dis ouais, comme ça, mais je suis en dehors du jeu, quoi. C'est pas l'endroit où je sais que je suis, ni dans le cinéma, ni même dans la vie, quoi. Comme ça, une sorte d'exaspération de la représentation. Et en même temps, je reconnais quelque chose de extraordinairement gonflé. Donc, bon, il doit y avoir là quelque chose de très masculin, et puis chez moi, quelque chose d'assez féminin, ce qui n'est pas non plus voilà, je n'ai pas l'impression de revendiquer la féminité systématiquement, mais ça doit vouloir dire qu'il y a quand même des espaces masculins et des espaces féminins dans la représentation, et que c'est pas une histoire du tout de s'équivaloir ou pas de s'équivaloir, c'est que c'est intéressant. Je trouve ça intéressant, et qu'il ne faudrait pas que ça égaliser tout ça, quoi. Par exemple, il y a un cinéaste qui est Kurosawa. Kurosawa, c'est un cinéaste avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, parce que justement, je pense qu'il travaille une forme de cinéma extrêmement viril. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la violence, hein. C'est quelqu'un qui est intéressé par la violence. Et j'ai eu du mal à comprendre et à rentrer. Mais une fois que j'ai été saisie par la force de la composition, bien sûr que voilà, c'est magnifique, et je peux y aller, pas forcément y revenir, hein, comme pour moi m'en emparer et préparer des choses, mais y aller. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des endroits qui sont plutôt un regard d'homme sur le monde, puis des endroits où c'est plutôt un regard différent de femme sur le monde, et je trouve ça intéressant. Voilà, je n'aimerais pas que tout ça s'équivale, se perde, et c'est intéressant. Le regard de l'autre est toujours intéressant. Et justement, quand vous avez commencé dans ce métier, à une époque où il n'y avait pas ou peu de directrices de la photographie, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez avoir apporté, vous, dans les collaborations que vous avez eues, quelque chose de spécifiquement féminin, ou c'est réducteur Non, je pense que ce que j'ai apporté, c'est une présence quand même plutôt féminine à des cinéastes qui en avaient besoin à ce moment-là. C'est-à-dire Godard, parce que à ce moment-là, les équipes, il n'en pouvaient plus, et qu'il fallait quelqu'un à la fois de souple, d'un peu ludique, de très proche de lui, et que ça s'est passé pendant 2 ans, puis 1 an à côté de lui. Et puis, oui, par exemple, les films de jeunes filles de Benoît Jacot, je pense que c'était bien que ce soit quelqu'un comme moi. Et c'est des films que j'ai adoré faire, et dont je pense qu'ils sont magnifiques, et peut-être les meilleurs de ce cinéaste. Oui, j'ai été absolument passionnée par le film que j'ai déjà vu 2 fois, donc, qui est Good Time, que j'ai vu, je l'ai dit hier, en copie 35 à New York au Métrographe, et j'ai eu l'impression de vivre une expérience de cinéma vraiment puissante. Donc je suis contente de découvrir les premiers films.